Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous vétérans de guise, re-bienvenue oui encore une fois dans mon salon pour une nouvelle série de vidéos traitant, analysant, décortiquant cette merveilleuse et épique série qu'est Dans une galaxie près de chez vous. Et pour celles et ceux qui trouvent que ça a été vraiment long avant d'arriver à ces nouveaux vidéos, eh bien 26 épisodes. 26 épisodes. Déjà que 13, je trouvais que c'était quelque chose à analyser, mais là, 26 épisodes, c'est lourd. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai décidé de couper les vidéos en deux. Ben oui, ça va garder en plus la chaîne un peu plus active à chaque semaine et ça vous rajoute une petite gâterie à chaque semaine, pendant une couple de temps. C'est le fun. Et je tiens à le dire, et à le redire, je ne fais absolument pas ces émissions afin de discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Non, 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 non. Et je ne tiens absolument pas à partir en quête de vérité avec vous les de guise parce qu'on le sait tous, les deux seules personnes qui détiennent la vérité, ce sont eux. Je suis ici pour m'amuser avec vous les doggies et on commence cette série de vidéos avec les incohérences, mais attention, oui, les incohérences entourant la diégèse de Dans une galaxie près de chez vous. Ceci étant dit, j'espère royalement que vous allez apprécier cet épisode et je vous souhaite un bon voyage à travers le monde télévisuel de Dans une galaxie près de chez vous et les incohérences de la saison 2. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Saison 2, épisode 1, Hasta luego. On passe la première saison à comprendre que Mirabella n'est pas un médecin et qu'elle n'a aucune compétence en chirurgie. Vraiment? C'est clair que Bob ferait n'importe quoi pour toi. Tu lui demanderais son foie pour l'étudier, puis il te le donnerait. Ok, je te promets que je vais y redonner. Alors que là, on apprend qu'elle peut enlever le foie d'une personne et la garder en vie. Ceci vaut clairement un prix Nobel de médecine. Donnez-lui un prix Nobel de médecine, quelqu'un! La disparition de membres d'équipage est sans doute très difficile à vivre et à accepter. Et oui, étrangement, la chanson entonnée par Flavien à la trompette est un hymne souvent utilisé pour les funérailles militaires. Non, mais c'est parce que Falbo et Mirabella sont pas morts. Ils sont disparus. Saison 2, épisode 2, le minerai. Et oui, ici on a le droit à des fameux épisodes où Brad démontre enfin un peu de courage et sauve tout le monde. Il sauve l'équipage, la mission, la planète Terre, il sauve tout le monde, Brad. Mais personne s'en souvient. Je viens de sauver tout l'équipage du vaisseau en lançant Mirasphalta, la roche là qui vous avait possédé. Es-tu menteur? Alors qu'on apprend un peu plus tard dans la saison 2, le mime, que le Romano Fafard a des caméras de surveillance. Étant donné qu'à partir de cet épisode, elles font partie de la diégèse de la série, je vous dirais donc que le principe de la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur nous pousse inévitablement à conclure qu'elles sont déjà en place, et ce depuis le début de la mission. Donc il aurait juste suffi à Brad de montrer des takes des caméras de surveillance pour démontrer qu'effectivement il avait sauvé tout le monde. Mais... les fameuses portes coulissantes très difficiles à bloquer pour se protéger de Mirasphalda. Ouais, ce sont les portes coulissantes, peu importe le modèle, il y a toujours un problème. Take over. Ça donnera rien, c'est des portes coulissantes, maudit Wayne. Regardez! Refermez ça immédiatement! Mais même si ce sont des portes coulissantes, elles restent des portes électroniques. Donc non seulement Brad aurait pu barrer la porte manuellement, comme on peut voir dans l'épisode précédent Hasta luego, quand Bob passe par le considération car la porte est barrée, mais en plus Gervais aurait clairement pu barrer les portes coulissantes. Sérieux, c'est l'ordinateur de bord. Ah, Gervais, grande intelligence artificielle aimée de tous, et machine un peu plus complexe que l'on pense. Je pensais que vous étiez devenu un zombie, vous aussi! Vous auriez pu me le dire, j'ai failli faire une crise de transistor! Gervais mentionne qu'il a failli faire une crise de transistor, donc c'est parce qu'il a des transistors. Alors qu'on apprend 3 épisodes plus tard dans Le Transistor que les transistors sont disparus depuis les années 2015. Ma pauvre petite fille. Les transistors existent plus depuis 20 ans. Alors pourquoi Gervais en a-t-il dans ses composantes? Hein? Brad a la mauvaise habitude de se sous-estimer. Bon,
Et comment ça marche, cette espèce de téléfax-là? Gervais, c'est quoi les boutons? Wow. Comment tu dis, Brad? Tu dis que tu ne connais pas les boutons pour faire fonctionner le téléfax? Vraiment? Alors, pourquoi tu t'en sers si facilement lors de la saison 1, comme dans l'épisode 5, le 8e passager? Bon, effectivement, on pourrait mettre ça sur la cause du stress dû à la présence de Mirasfalda dans le vaisseau, mais non. Saison 2, épisode 3, Linda. Celle-ci est quand même comique. Parfois, il y a des erreurs de plateau qui fit avec le scénario qui nous sont montrés, comme ici. Où ça, feu? Tirez, imbécile! C'est vous, je vois rien! C'est sûr, Flavien, que tu vois rien dans tes lunettes de visée. Brad l'a déconnecté. Il l'a déconnecté. Il l'a déconnecté. Brad. Qui est chaud pour une mini incohérence temporelle? Moi? Ils vont nous tuer! Ils se pensent à l'arcade! Et ils vont dans un astéroïde, le malade! Et oui, Brad mentionne que Bob se pense à l'arcade. Bon, déjà en 98, c'était pas un call d'actualité, étant donné la rareté des salles d'arcade à cette époque. C'est clairement un souvenir d'adolescence des créateurs, et ça, c'est vraiment beau. Mais là, en 2035, à part les bars comme le McFly à Québec ou bien l'arcade à Montréal qui devrait encore être là, eh bien, disons que c'est pas trop le genre de call de 2035. Saison 2, épisode 4, La Belle et la Bête. Flavien a, tout le monde le sait, de super pouvoirs dus à son ADN extraterrestre. On peut constater ici que Flavien survit sans problème même si son casque est détaché de son habit de cosmonaute. Bon, oui, effectivement, dans la saison 1, on le voit clairement rusher sa vie comme le capitaine pour continuer à respirer sans son casque. Bon, ça, on va laisser passer outre. Incohérence qui n'en est pas une si on prend en considération le deuxième film, mais c'est pas la même diégèse, donc je rien dit. Voici une incohérence qui n'en est pas vraiment une parce qu'ils connaissent pas vraiment la vérité sur Flavien encore. Donc, ils font juste supposer. En tout cas, Valence dit ceci. Flavien a une excellente vue qu'il a développée lors de son adolescence. En mangeant des carottes? Non, en regardant sa voisine prendre sa douche l'autre bord de la rue. Alors qu'on le sait tous maintenant, oui, Flavien voit très bien tout simplement parce qu'il est à demi extraterrestre. Ce qui fait que foncièrement, cette séquence est un autre indice très clair que Flavien n'est peut-être pas humain à 100%. Comme on le sait tous, c'est à partir de cet épisode que Gervais n'apparaît plus jamais dans la série. Malheureusement. Nous aurions pu avoir le droit entre une espèce de compétition, une petite guéguerre entre robots, on aurait pu avoir le droit à une naissance d'une amitié technologique et on aurait pu avoir le droit à un merveilleux duo héroïque et robotique. Ben non, silence radio pour toujours. Saison 2, épisode 5, le transistor. La prochaine, c'est une incohérence visuelle, mais en fait, c'est peut-être un choix artistique, bon, mais j'ai jamais compris pourquoi. Bref, pourquoi est-ce que Serge n'a pas la partie du haut de l'uniforme rouge-noir-gris? Bah, pauvre petit robot toujours mis à l'écart. Alors, lorsqu'on apprend que Petrolia a besoin d'un transistor pour réparer Serge, on apprend de la bouche de Brad ceci. Oh, petite fille. Les transistors existent plus depuis 20 ans. Et là, faut bien suivre mon raisonnement. Alors, comme on a vu dans l'épisode 2, le minerai, Gervais a des transistors dans ses circuits et le vaisseau a été construit en 2033. Donc, il devrait y avoir des transistors à la fois sur Terre et sur le Romano Fafard. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Gervais, il est disparu. Et que la dernière fois qu'on l'a entendu, ben, c'est à l'épisode 3, Linda. Oh, méchant pétard! Eh bien, justement, Gervais disparaît de la série sans raison pour le spectateur. Alors qu'avec cet épisode, eh bien, on aurait eu le droit au sacrifice de Gervais pour sauver Serge. Et en tous les cas, eh bien, on n'aurait jamais eu le droit à une relation amour-haine entre deux intelligences artificielles. Non. Serge, même la première version est un mystère d'ingénierie robotique. Mais parfois, il y a des choses pas trop logiques. Il y a juste un petit problème, Petrolia, je suis daltonien. Maudite non. Petite incohérence logistique et robotique ici, Serge ne voit pas les couleurs, mais il a des papilles gustatives. Hey, attends, je vais les tosser avec ma bouche. Je me demande qu'est-ce que ça goûte un fil. Ça goûte le barbecue. Et disons que pour un robot, il y a une des deux options qui est un peu plus pratique que l'autre. Je vous dis pas laquelle. Vous savez, parfois les choses changent, comme le poids d'un humain à sa naissance. Oh, faites-vous-en pas. Quand ma mère a accouché de moi, il paraît que c'était bien pénible. Mais ça a quand même donné un bel enfant de 35 kilos, beau et intelligent. On apprend donc ici que l'accouchement de la mère de Bob a été pénible. Effectivement, avec un enfant de 35 kilos, c'est comprenable. Ouais, ben c'est ça le problème, c'est que dans la saison 1, c'est 75. Dans le coin gauche, pesant 75 kilos. À la naissance. Ouais, bon, on pourrait faire une moyenne des deux, mais tu sais, déjà 35 kilos à la base,
Saison 2, épisode 6, Voyage au fond des rêves. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans cet épisode, nous avons le droit à un voyage dans le temps. Je m'explique. Étant donné que Bob a la faculté de voir l'avenir via ses rêves récurrents et que l'équipage combine ce pouvoir avec le Morphée 125 dans lequel on peut transformer les rêves, alors dans ce cas-ci, lorsque Flavien et le capitaine apportent un masque respiratoire dans le rêve de Bob, ça s'apparente clairement à un paradoxe temporel étant donné que le rêve de Bob se passe dans le futur et que ce rêve va se réaliser. Ce qui signifie donc que le capitaine et Flavien viennent de changer le cours du temps. Absolument, et cette idée est géniale. Travailler sur un scénario qui traite du voyage dans le temps, c'est très complexe. Et c'est pourquoi, très souvent, les scénarios sont chambranlants. Comme ici un peu. Tout le monde le sait, Bob doit faire le même rêve 3 fois pour qu'il se réalise. Donc justement, si les rêves à Bob se réalisent au bout de 3 fois, n'aurait-il pas fallu que Bob rêve 3 fois qu'il trouve un masque à oxygène dans son rêve pour que cela se produise dans la réalité? Moi, je pense que oui. Mais bon, le punch de fin d'émission n'est pas celui que l'on pense tout au long de l'épisode. Donc ça passe. Non, ça passe, c'est correct. On y va pour une petite incohérence matérielle avec un props. Allez hop! Vous remarquerez que sur le Morphée 125, on peut constater une sorte de bidule qui tourne bien vite. Eh bien, cet élément du Morphée 125, on le retrouve dans la saison 4, épisode 8, Astéroïde. Mais non, mais l'un des messages de la série, c'est de recycler. C'est ça qu'ils font, là. Saison 2, épisode 7, Up Tempo. Bon, sans vouloir être tatillon ou quoi que ce soit... Je fais juste soulever le questionnement suivant. Pourquoi y a-t-il des jouets de bébé et des couches à sa taille à bord du vaisseau? Probablement la même raison du pourquoi il y a des skis de fond dans le vaisseau, mais pas de machine à assainir l'urine. Il va falloir en parler un jour. La régénérescence. Comment ça marche? Parce que là, visiblement, ils peuvent réveiller Valence. Pourquoi on sort pas Valence de régénérescence? Mais si on les réveille trop tôt, ça peut les tuer, comme dans l'épisode 11 de la saison 2. Mais le policier t'a sorti de régénérescence, toi? Mais c'était dangereux! J'aurais pu mourir! C'est ça que j'ai dit! Bref, tout le monde se pose la question au moins une fois en visionnant la série. Comment ça marche la régénérescence? Comment? Est-ce que vous savez à quel âge le capitaine Patnaud s'est vu confier la mission de trouver une nouvelle planète Terre? Vous allez peut-être faire un saut. Il faut faire vieillir le capitaine de 26 ans. Quand je reviendrai, j'aurai 50 ans, c'est tout. Ici, c'est probablement moi qui comprends absolument rien, mais est-ce que la Fédération planétaire a bel et bien confié la plus grande mission de l'humanité à un capitaine de 26 ans alors qu'il a gradué à 20 ans? Pour vrai? Oh, que j'aimerais voir le CV du capitaine Patnaud. 6 ans de carrière et il s'est vu confier la mission la plus importante de toute l'humanité. Il a dû faire ses preuves. La relation père-fils est très présente dans la série Dans une galaxie près de chez vous, ainsi que dans la majorité des séries où Claude Legault joue et Dacheroux écrit. Ici, par contre, il est question du père du capitaine. Comment, père? Là, je vais être full Roger, là. Oh ouais, passe-moi les clés du char. Cool! Loin de nous l'idée d'être rabat-joie, mais on apprend un peu plus tard dans la série que le père du capitaine était un homme très strict, comme dans la saison 3, épisode 8. Ouais. Le 24 juin, mon père, il se lâche à l'os. Il me donnait un biscuit. Il me laissait le regarder pendant quelques minutes, puis après, il me faisait le remettre dans le pot, puis il m'envoyait me coucher. Crée pas. Lui, il avait le sens de la fête. Donc, ça me surprendrait bien gros qu'il passe son genre. Saison 2, épisode 8, le mime. Il y a plusieurs répliques dans la série qui sont à la fois épiques et devenues aussi des classiques, comme ce petit dialogue entre Bob et Flavien. L'hirondelle n'a qu'à bien se tenir. Le chat est sorti de son terrier. Non, fallait pas. Un chat, ça vit pas dans un terrier. Flavien, un chat, ça vit pas dans un terrier. Bien que découvert en 1776 par Peter Simon Pallas, d'où son nom Chat de Pallas, ou son nom officiel Manule, eh bien en 99, on connaissait pas grand-chose de lui à part sa fourrure. Ce n'est que très récemment que les scientifiques se sont penchés sur son cas lorsqu'ils l'ont mis sur la liste des espèces en voie de disparition. Bref, le Manule, il vit dans un terrier, c'est ça? Oui, c'est ça! Bon, ben dis-le! Le Manule vit dans un terrier, une cavité ou une caverne, donc foncièrement, Flavien a raison, car il existe bel et bien un chat qui vit dans un terrier. Flavien a toujours raison, même quand il a tort. Le Romano Fafard est un vaisseau très bien équipé. Et saviez-vous qu'il y avait 2 téléfax à bord? Au moins, ici, je vais être en sécurité. Brad, mauvaise nouvelle.
navire s'est rendu sur votre planète en utilisant le téléfax des marchandises. Non, je veux pas. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a donc 2 téléfax à bord du Romano Fafard, et bon, le deuxième est possiblement dans l'entrepôt du vaisseau et doit être aussi, logiquement, beaucoup plus gros. Et c'est la seule et unique fois que l'on parle de ce téléfax. Ouais. Saison 2, épisode 9, Flavien et Juliette. Alors, mes amis doggies, si je vous demande quel est l'arsenal du Romano Fafard, vous devriez presque tous ensemble me répondre. Un canon laser, 3 canons conventionnels, 6 lance-missiles air-sol, ainsi qu'une coupe de slingshot. Et il en manque un, oui oui. Capitaine, le bouclier de protection est installé. On est en sécurité. Ils utilisent effectivement un bouclier de protection, et c'est, à ce qu'il me semble, la seule et unique fois. Et pourtant, dans la guerre des sexes, nous apprenons par la bouche de Bob toutes les particularités concernant le Romano Fafard et son arsenal, mais rien n'est dit sur le bouclier de protection. Et je souligne qu'ils auraient pu l'utiliser bien avant, comme contre le vaisseau ET dans l'épisode 10 de la saison 1. Donc, tenons-nous-le pour dit, le Romano Fafard a un bouclier de protection. Saison 2, épisode 10, le roi. Même si c'est une incohérence qui sert au scénario, celle-ci, on va la mettre quand même, et on va l'appeler l'incohérence olfactive. Ils ont découvert que j'étais pas un dieu. Ça serait pas si pire s'ils avaient juste attaché après le poteau et arrosé de gaz. Mais c'est le gars avec le briquet qui m'énerve. C'est bizarre, le gaz qu'ils ont pris pour nous arroser, il goûte pas le gaz, il goûte l'eau. Bon, comment dire, du gaz, ça sent même très fort. Alors déjà que l'idiot confonde l'eau avec du gaz, bon, ok, peut-être, mais le scientifique au long nez, ça, non, impossible. Et puis en plus, pour obtenir du gaz, il faut une source de pétrole, la recueillir, la transformer, l'assainir, bref, du raffinage pétrolier. Hein, on est sur une planète où est-ce qu'ils sont avec des massues. Puis en plus, ils viennent en rajouter une couche en disant qu'ils ont un briquet. Je comprends plus rien. Je ne crois pas qu'une civilisation qui en soit encore au massue soit capable d'extraire du pétrole, l'assainir et le transformer en essence. Saison 2, épisode 11, les esclaves. Et on l'a déjà dit, parfois dans les séries, il y a des informations qu'on oublie assez vite, comme ici. On dirait un immense désert intergalactique. Wow! Du rien! Des kilomètres de rien! C'est le 2e plus grand vide connu après le cerveau de Bob. Wow. Ok, on se souvient, oui, ils viennent tout juste de dire que c'est le plus grand vide jamais observé. Vraiment? Comme ça, on roule à Oméga 4 dans une zone d'écoliers extraterrestres. Votre pilote risque de perdre son permis. Comme quoi, c'est pas parce que c'est vide qu'il y a rien. Nos grands-parents marchaient 20 km dans 4 mètres de neige pour aller à l'école. Les enfants extraterrestres, eux, traversent le néant intersidéral. Bob, malheureusement, il n'y a pas vraiment de... Il est pas Il est pas vite, ok? Bob, il est pas vite. Bon, on va se le dire. Et la mémoire à court terme, c'est pas son fort. On va donner une leçon à cette petite vermine de marchand d'esclaves. J'ai un fusil paralysant caché en dessous de mon fauteuil de capitaine. Ouais, il faut trouver un moyen d'aller dans la salle de commandement. Je l'ai. On lui demande d'aller dans la salle de commandement. Ils cherchent donc tous le moyen d'aller dans la salle de commandement, et c'est la seule idée qui vient à Bob, alors que dans l'épisode 1 de cette saison Hasta Luego, il a réussi à s'introduire dans le centre de santé par la grille de ventilation et ainsi libérer Mirabella. Et j'ai vraiment beaucoup de difficultés à accepter le fait que Bob ne se souvienne pas de cette petite passe-passe, et en plus, je souligne que dans la pièce, il y a un scientifique, une psychologue, un capitaine de vaisseau, personne n'y pense. Bon, là, je vous le dis, je fais mon chieux. Sérieux, je suis un gros connard, rendu à gratter des détails de même. T'es un enfoiré. Qu'est-ce que vous regardez, au juste? C'est un virus mortel, le GHW3Z3. Le vaisseau a décollé en 2034 et ils ont choisi de mettre un microscope optique qui ne grossit que 2000 fois en moyenne au lieu d'un électronique qui grossit de 2 à 5 millions de fois en moyenne. Et là, pour les petits futés qui se demandaient si en 2000 il y avait des microscopes électroniques, oui, le premier microscope électronique a été inventé en 1931, donc il aurait pu en avoir sur le vaisseau. Saison 2, épisode 12, le spectre. Ici, c'est beaucoup plus une question personnelle qu'on se pose, malgré que ça peut juste fitter dans la diégèse dans une galaxie près de chez vous, mais quand même. Si vous entendez son appel, quittez le royaume des morts et incarnez-vous ici, drette là, devant nous.
Ah, il dit qu'il veut pas vous parler. Peut-on s'il vous plaît m'expliquer comment un robot qui n'a pas d'âme? Parce que non, Serge, aussi gentil, aimant et aimable qu'il est, n'a pas d'âme. C'est un robot. Il a une personnalité, oui, mais il n'y a pas d'âme. Donc comment pourrait-il être un médium en communiquant avec les esprits s'il ne peut se rattacher à leur monde via son propre esprit? Impossible? Vraiment? Oh! Ben, pas si on croit en l'histoire de la fabuleuse radio-médium du grand Marcello Bacci, qui a durant des années communiqué avec les morts via une radio. Et les plus grands scientifiques se sont penchés sur ce monsieur et sur cette radio, et ils ont tous été incapables d'expliquer ce qui se passait. Mystère et boule de gomme. Parfois, la diégèse d'une série est très difficile à transposer à l'écran, ne serait-ce que dans les petits détails. Et souvent, c'est des erreurs de petits détails qui se transforment en grosses erreurs, en fait. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. En cacane. En cacane. En cacane. Sentez-vous quelque chose? Ah oui, ça sent. Oui, c'est ça. Ah! Tiens donc, du push-push en cacane sur un vaisseau parti à travers l'univers pour sauver la Terre qui a été polluée par du push-push en cacane. On l'a déjà dit, la récupération est un élément central de la série. Bon, le temps de recharger ces circuits, tout devrait rentrer dans l'ordre. Oui. Je vous prierai de remarquer la machine que Brad utilise pour recharger Monsieur Serge. C'est en fait le rythme cardiac hard harder blablabla que Mirabella utilise dans l'épisode 3 Tout feu tout flamme de la saison 1. De rythme cardiaque hard roller, blablabla. À moins que, effectivement, Petrolia l'ait transformé en recharge rapide pour Serge. Mais dans ce cas-là, il y aurait comme plus d'électrocardiogramme à bord du vaisseau. C'est un peu fatigant. Les props sur les plateaux sont bien choisis et bien préparés, mais parfois légèrement décalés de la réalité qu'ils doivent nous montrer. C'est son soulier. Maintenant, au moins, j'ai une paire, tu sais. Flavien dit qu'il a maintenant une paire de chaussures. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est 2 pieds gauche. On n'a plus les paires de souliers qu'on avait, hein? Saison 2, épisode 13, Rintintinos. Bon, il n'y a pas juste des erreurs qu'on peut relier à la diégèse de la série, il y a aussi des erreurs qu'on peut appeler des erreurs de logistique. Donc, comme je disais, en amenant ici ce Pitou... Eh oui, ça va. Vous avez violé la règle de sécurité 197.3 du Romano Fefard, qui dit pas de chien, pas de chat, puis pas de crevettes apprivoisées à bord. Capitaine, d'après les données de mon disque dur, la présence d'un animal sur un vaisseau spatial peut contribuer au bon moral de l'équipage. Non seulement ça paraît logique à personne comme règle de sécurité, mais en plus il est vrai que les scientifiques se sont depuis longtemps penchés sur la question de la présence d'animaux dans une mission intersidérale. Plusieurs écrits, théories, thèses démontrent que la présence d'animaux pour de longs voyages spatiaux serait essentielle au moral de l'équipage. Et c'est pourquoi on peut voir dans certaines séries et films de science-fiction la présence d'animaux sur les stations orbitales ou des vaisseaux spatiaux, comme dans Alien. Et bon, malgré l'avis de plusieurs scientifiques à travers le monde qui soulignent le fait que ça serait peut-être pas trop cool pour le corps des animaux des voyages un petit peu trop longtemps dans l'espace, je pense qu'ils seraient pas contents. Ceci est probablement la question la plus populaire entourant la série. La machine à Petrolia, comment ça marche? Avec l'ADN? Avec l'énergie électrostatique du corps? Oh, non, avec la volonté. Mais comment elle peut faire pour faire revenir Flavien? Elle pitonne quoi sur son clavier? Le nom de Flavien? La machine, elle connaît les cellules de Flavien? Mais comment ça marche? Mais comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Je veux savoir comment ça marche. Parfois, l'équipage de Romano Fafard a un problème et sous le poids du stress, ils sont incapables de trouver la bonne solution. L'odeur de brûlé, c'est ça, il y a quelque chose qui a sauté! Petrolia, réparez le téléfax. Mais ça va prendre au moins une demi-heure. Flavien a le temps de finir en steak à chaud au comptoir des viandes. On n'a pas d'autre choix. On a un autre choix. Oui, ils ont un autre choix. Ils peuvent clairement prendre le téléfax de marchandises, tel que vu dans l'épisode Le Mime. Brad, mauvaise nouvelle. Flavien s'est rendu sur votre planète en utilisant le téléfax des marchandises. Ben oui, t'en as un deuxième, donc c'est à toi, Moses. Membre de la communauté du Salon et Chers de Gaze, et oui, malheureusement, c'est déjà tout pour la première partie des incohérences de la saison 2 de Dans une galaxie près de chez vous. En espérant que cette vidéo vous ait plu, et si tel est le cas, eh bien vous pouvez toujours l'indiquer, oui, grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, on essaie de garder tout cela bien vivant.
Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, allez jouer dehors et on se revoit dans la partie 2. Ciao!